Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Fur et à mesure, les autres qui étaient inscrites vont arriver. Tout d'abord, je me présente, Tania Barella, la directrice de BELFA, le Belgian Facility Association. Je suis très contente qu'on puisse faire pour la deuxième fois cette webinaire ensemble avec ARSEC. Le regard croisé franco-belge est toujours très intéressant. Voilà, je vais juste vous demander si vous avez des questions lors de cette webinaire, faites-le via les chats. Moi-même et Frédéric Kane regarderons les chats et on va faire sorte que les presenters peuvent répondre. Merci et je passe la parole à Béatrice. Merci Tania. Moi aussi, je suis ravie de ce deuxième webinaire avec BELFA. Moi, je suis la présidente de l'ARSEG Hauts-de-France. L'ARSEG, c'est l'association des responsables et des directeurs de l'environnement de travail, donc en France. Et je suis accompagnée ce matin par Marc, qui est au sein du bureau de l'ARSEG. Et on est très content parce que finalement, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille avec Tania sur des événements qu'on peut mettre en place. On espère un jour pouvoir mettre en place des événements en présentiel. Bon, ça sera sans doute moins facile et puis la sobriété énergétique ne nous permettra peut-être pas facilement. Mais on a bon espoir et de se rencontrer en vrai un jour. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire et je donne la parole à notre animateur qu'on attendait avec impatience et qui a fini par arriver. Frédéric, je te laisse te présenter. Merci Béatrice, enchanté. Voilà, je suis Frédéric Quin, je suis le directeur du département Real Estate et Facilities pour le groupe Euroclear, société belge dans le monde financier. C'est la deuxième. Excusez-moi. Non, et je voulais vous dire, parce que voilà, justement, pourquoi est-ce que ça n'a pas été évident? Je viens d'arriver à Londres, il y a 5 minutes, je suis dans l'hôtel Renaissance, en plein lunch, et donc vous allez certainement entendre un brouhaha derrière moi, donc quand je ne parlerai pas, je fermerai mon micro. Eh bien voilà, je vais passer la parole à nos 4 interlocuteurs, en commençant par, on va se faire des F, Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Frédéric. J'ai en charge l'engagement sociétal pour le groupe Bayer en France. Donc Bayer est une filiale d'un groupe allemand. On est présent dans le secteur de la santé et de l'agriculture. En France, on représente un effectif de 3000 collaborateurs répartis sur 16 sites sur tout le territoire français, avec des typologies de sites qui sont très différents, donc intéressants dans le cadre de la sobriété énergétique, puisqu'on a 2 gros sites industriels, 3 sièges sociaux donc purement tertiaires, des sites de toxicologie, des agences commerciales un peu partout en France. Donc le plan de sobriété a été vraiment un sujet d'actualité pour nous depuis début septembre. Et donc c'est un plaisir aujourd'hui de partager justement ce travail et pouvoir échanger sur les diverses trajectoires que la Belgique et la France doivent prendre. Merci Frédéric, je pense que c'est très enrichissant. On va continuer avec ton homologue français, Julien. Oui, alors moi c'est Julien Gregorzik, je m'occupe du Facility Management chez OVH Cloud. Donc sur la partie Office, OVH Cloud, on est sur une activité numérique, donc hébergement de données, stockage, fourniture de réseaux informatiques pour les entreprises et les particuliers aussi. Et donc, nous avons une implantation, nous, qui est de 8 sites en France pour 1800 collaborateurs à peu près. Et on est sur 28 sites internationaux. Et je ne parle que des offices, puisque data center, on a 14 data centers, je crois, à jour. Voilà, donc nous, on est principalement locataires de nos sites, hormis sur le siège social qui est à Roubaix, dans le Nord. Merci Julien.
On va passer maintenant de l'autre côté de la frontière. Loïc, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour à toutes et tous. Donc Loïc Bologne, je suis Head of Facility, IT et Procurement chez EVS et membre actif du groupe RSE au sein d'EVS. Alors EVS, en résumé, on fait de la R&D et on fait de la fabrication de matériel à destination de l'industrie du live. L'application la plus connue, c'est le ralenti sportif. Donc, quand vous regardez un match du Qatar, pour ne pas le citer en ce moment, et que vous voyez un ralenti sportif, en fait, il est réalisé grâce à du matériel que nous avons développé et produit ici dans notre siège social à Liège, en Belgique. Et on a une implémentation partout dans le monde, sur tous les continents, avec aussi bien des bureaux de R&D que des bureaux de vente. Ben, magnifique. Je pense qu'on peut être fier de la Belgique. Patrick? Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Patrick Goy, directeur technique aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Donc, Clinique universitaire qui est un hôpital universitaire de plus ou moins 1000 lits, un peu moins de 1000 lits au niveau de Bruxelles. Donc, on est le deuxième hôpital de Belgique, avec un site qui représente plus ou moins 200 000 m² sur Bruxelles. Donc, on est monosite. Merci beaucoup, Patrick. Et voilà, je pense que maintenant, on va passer à la première question. Une question peut-être un peu générale, mais je vais la poser en commençant par Frédéric. Selon toi, quels sont les enjeux dans ton entreprise de ce thème qui fait la une des journaux dans nos deux pays? C'est une bonne question. Toujours démarrer par ça. Donc en fait, moi je vois plusieurs niveaux d'enjeux par rapport à l'entreprise, mais plus globalement par rapport à l'humanité. Je vais revenir donc sur l'entreprise. Moi je vois déjà par rapport aux plans de sobriété qui ont été annoncés et imposés aux entreprises début septembre, j'y vois un enjeu assez court-termiste en fait et très rationnel de passer l'hiver en fait de passer cet hiver sans délestage ou pire sans blackout. Donc d'avoir voilà, d'avoir des économies d'énergie choisies plutôt que de subir des coupures. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu que je vois, très court-termiste, c'est passer l'hiver avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, chose qu'on n'attendait pas. Le deuxième enjeu, qui n'est pas forcément lié à ce plan de sobriété, mais plutôt à l'efficacité énergétique, ou en tout cas à l'accélération de la décarbonation pour accentuer la transition écologique et surtout notre souveraineté énergétique. Donc voilà les deux niveaux d'enjeu que j'y vois. Donc je compléterai après les réponses, puisque forcément on n'a pas attendu, et je suppose vous non plus, on n'a pas attendu, en tout cas en France, l'annonce du gouvernement de réaliser un plan de sobriété pour s'intéresser à ces sujets, puisqu'on travaille depuis plusieurs années sur nos bilans carbone. Mais là, je vais déjà entamer peut-être d'autres questions, donc je laisse mes collègues aussi apporter leur pierre à cette question. Merci Frédéric. Julien, est-ce que tu pourrais peut-être compléter cette information côté français avant de passer chez nos homologues belges? Oui, carrément. Alors, nous, chez OVH, on n'est pas les plus gros consommateurs de notre service côté Office, parce que notre activité de data center, forcément, est très énergivore. Mais nous, c'est vrai qu'on s'est vite tourné sur une responsabilité commune de tous, de réduire nos consommations. Du coup, on a tout de suite pris en charge les économies d'énergie potentielles, plutôt pour montrer l'exemple et prouver l'effort commun qui doit être fait pour économiser les énergies, plutôt que d'avoir un réel gain, soit financier, soit créer une économie en fait sur notre facture. C'était vraiment plutôt pour la responsabilité collective. Merci Julien. Avant de passer à Loïc, parce que Loïc ressemble fortement à Julien, je pense, dans ce contexte, j'aimerais bien passer d'abord à Patrick, qui est un petit peu atypique de la journée. Donc oui, nous les enjeux au niveau du secteur hospitalier, donc il est vital. Donc c'est-à-dire que un hôpital, c'est un gros consommateur d'énergie en froid et en énergie électrique pour toutes les machines, l'appareillage qui accompagne le patient et les soins. Et donc notre enjeu, oui, il est sur des déficits importants, en tout cas planifiés pour l'année prochaine. Au niveau des coûts de l'énergie, tout simplement. Et alors, je pense que nous, en termes d'autorité, l'autorité ne nous impose pas un plan de sobriété. Donc j'entends du côté français qu'il y a peut-être une obligation
au niveau du gouvernement, nous, il n'y a pas d'obligation. Donc, on est juste livré à nous-mêmes avec nos contrats d'énergie et de devoir diminuer nos consommations là où on peut, mais on est pris dans une rapidité, dans une soudaineté, je dirais, de cette augmentation de prix, que notre réaction n'est pas facile. Donc, on ne sait pas, d'un coup de baguette magique, diminuer nos consommations de 40%, parce que l'augmentation de nos coûts, en tout cas planifiés pour 2023, sont doublés. Donc, on a des factures énergétiques d'à peu près 6 millions d'euros par an, et donc elles vont passer à 12 l'année prochaine. Et donc, il faut savoir qu'un hôpital, sa rentabilité, ben, on ne fait pas des millions de bénéfices par an, et rien qu'avec ce coût-là, ben, on est en déficit pour l'année prochaine. Donc l'enjeu est vital. Merci Patrick. Et Loïc? Ben oui, effectivement, je pense que ici, ce qui est imposé par la France s'applique pas réellement en Belgique. Après, pour donner peut-être une autre vision, je suis assez d'accord qu'on ait un petit incendie en fait, hein. Donc, la bonne nouvelle, en tout cas, lorsque je regarde ce qu'on a fait ici chez EVS, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir cette obligation ou bien à un moment donné cette tension au niveau des coûts, hein, parce que finalement, c'est ça aujourd'hui et l'approvisionnement. Et donc, depuis finalement presque 5 ans, en fait, on a mis l'énergie au sein, vraiment, au cœur finalement de nos priorités, ou parce que notre activité, en fait, la R&D en informatique nécessite énormément de consommation, en fait, énormément de consommation d'électricité principalement. Et donc, évidemment, déjà à ce moment-là, était plutôt problématique au niveau environnemental avant d'être financier. Maintenant, nos enjeux, outre le fait de garder cette consommation énergie sous contrôle, on remarque aussi que nos employés sont de plus en plus regardants. Les talents qui vont venir aussi travailler au sein de nos entreprises commencent à regarder aussi finalement ce que les potentiels employeurs font à ce niveau-là. Et côté client, on remarque quand même que dans plus en plus dans les RFP, hein, dans les demandes de prix qu'on reçoit de nos clients, dans les critères de sélection, en fait, on voit apparaître évidemment des cotations sur comment est-ce qu'on utilise nous au sein de nos bâtiments, et puis aussi comment est-ce que nos produits, parce que finalement une fois que notre serveur est assemblé et qu'il est parti chez le client, bah, on pourrait se dire que notre responsabilité s'arrête là, mais en fait non. Et donc on voit aussi que maintenant, voilà, nos clients commencent à nous pousser à aller dans cette direction-là. Et puis, évidemment, hein, ce n'est pas les proportions dont Patrick vient de parler, mais on a aussi vu notre facture d'électricité plus que doubler. Et effectivement, potentiellement, ça peut impacter le bénéfice qu'on fera l'année prochaine. Merci Loïc. Et donc, j'entends bien de vous tous que, en tant que facility manager, cette sobriété énergétique que maintenant nous faisons face, c'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que ça a toujours été dans l'ADN d'un facility manager de vouloir diminuer nos consommations. Mais sachant maintenant ce changement au niveau des tarifs, quelles sont vraiment les dernières étapes que vous avez dû prendre en main afin soit de diminuer la consommation, qui d'un côté, j'espère, Patrick, tu ne vas pas nous annoncer que tu la diminues pour le bien de notre santé, mais quelles sont quand même des étapes afin quand même d'essayer de pallier en partie à cette augmentation assez importante. Et je commencerai cette fois-ci par Julien. Alors, nous, du coup, pour Acté, on a modifié notre façon de chauffer, de climatiser les bureaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait un objectif de consigne de température qui était de... Alors, on va pas se mentir, on était quand même énergivore, on était plutôt sur 24 degrés à Roubaix pour le confort des techniciens développeurs parce qu'ils sont très sédentaires, toujours en visio. Ils aiment bien venir en t-shirt. Enfin, c'est un mode de vie, c'est un mode d'exercer son métier qui est un peu différent. Et là, on a décidé de bouleverser un peu la façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, on a fixé une température de consigne à laquelle on stoppe le chauffage et une consigne jusqu'à laquelle on ne va plus agir sur le chauffage. C'est-à-dire qu'à 19 degrés, on arrête de chauffer les bureaux et on va redémarrer la climatisation à partir de 26 degrés. En fait, on a un peu dupliqué le modèle de toutes les nouvelles certifications qui sortent avec les économies d'énergie, les bâtiments qui sont un peu BRAM, HQE, etc., qui ont maintenant des rafraîchissements de leurs bureaux, donc qui tolèrent des plages de température beaucoup plus grandes. Du coup, on a un peu dupliqué ce modèle sur OVH. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, on coupe le chauffage à 19
et on démarre la clim qu'à partir de 26. Donc le collaborateur est au courant, il prévoit son pull et il sait qu'il va pouvoir vivre différentes températures au bureau. Merci Julien. Je voudrais alors peut-être joindre ça maintenant à Loïc. Est-ce que donc tu complémentes ces étapes menées ou ces actions menées par Julien, ou est-ce que tu en as pris d'autres? Oui, c'est très bateau ce que je veux dire, mais gardons toujours en tête que la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée, hein. Donc, on a tendance généralement à se dire, ah, bah, tiens, on a des consommations énergétiques, on va mettre plein de panneaux photovoltaïques ou installer une éolienne. En fait, je pense que d'abord, on doit se poser la question de savoir, bah, tiens, en fait, c'est quoi notre consommation? Et donc ici, nous, ce qu'on a fait, et c'est vrai qu'on a eu peu d'actions ces dernières semaines parce qu'on avait anticipé en fait beaucoup. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait agir sur les 75, 75, 80% en fait des gros postes de notre consommation, c'est-à-dire notre R&D. Et en fait, on a réduit en 50, plus de 30% la consommation de notre activité, juste en sensibilisant les gens en fait aux données de consommation électrique et en montrant, bah, tiens, on va plutôt mettre l'accent sur le fait d'éteindre des machines de développement dont on n'aura pas besoin le week-end plutôt que de prendre l'ascenseur qui va représenter peut-être 0,1% de la consommation. Donc pour moi, ça c'est vraiment clé. Ça peut se faire encore aujourd'hui, hein, même si on parle de sobriété énergétique dans les prochains mois, mais je pense qu'on va apprendre des choses de cette sobriété énergétique. C'est analyser les grands postes, sensibiliser les utilisateurs sur ces gros postes-là sans pour autant les pointer du doigt en disant c'est à cause de la R&D qu'on consomme autant d'énergie, mais plutôt dire bah, tiens, on va s'entourer d'une équipe multidisciplinaire pour arriver à trouver des solutions plus durables, effectivement, pour réduire sur le long terme ces consommations d'énergie. Ensuite, je pense qu'on doit définir 2-3 actions, histoire que ça parle et que ça continue à vivre au sein de l'organisation. Et je pense qu'une fois qu'on a communiqué cette vision globale, hein, de cette volonté aussi de l'entreprise de dire de façon durable, on s'engage par la responsabilité sociétale ou environnementale à réduire notre consommation d'énergie. Le message va aussi passer beaucoup plus facilement lorsqu'on prendra des actions qui peuvent parfois poser problème. Julien et moi, on a plus ou moins le même client, hein, des geeks en informatique qui développent en short et en t-shirt. Mais une fois qu'on a expliqué ça finalement de A à Z, la totalité de la vision énergétique, le fait de passer, on l'a fait aussi, le fait de passer à 19 degrés dans les bureaux, en fait, passe comme une décision, une lettre à la poste. C'est tout de suite accepté. Donc voilà, je pense qu'il est très important de fixer un cadre, même quand on doit agir vite, du pourquoi on le fait et d'aller flaguer en fait les grands postes de consommation. Merci Loïc. Frédéric? Oui, moi je vais rebondir sur ce que disait Loïc. C'est quoi nos consos? Donc en fait, c'est un peu l'état des lieux qu'on a commencé à faire. Comme je vous ai dit, on a, nous, 16 sites avec des typologies très différentes. Moi, je ne suis pas un spécialiste en énergie et néanmoins, je dois piloter un petit peu les dépenses énergétiques de Bayer en France. Donc, ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'est qu'on a créé une communauté énergie, donc un représentant énergie par site, qui nous a fait aussi remonter pour justement scoper. C'est quoi nos consos? Donc, on a un peu fait une liste à l'après-vert de les températures, les périodes de chauffe, l'eau chaude sanitaire. On a ajouté les déplacements professionnels. On a ajouté le télétravail. Est-ce que ça pouvait avoir un impact? En faisant attention, le télétravail, ça a un impact forcément bénéfique pour l'entreprise, mais on reporte des consommations chez le collaborateur. Donc voilà, c'est un peu la liste qu'on a fait. Donc créer cette communauté énergie et essayer d'agir donc sur tout ce que je vous ai dit et agir surtout autour de 2 piliers. Donc un pilier sobriété énergétique, finalement, qui concerne plus les usagers des sites. C'est-à-dire, on demande un effort à chacun. Vous venez tous de le citer, je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'on a pris les mêmes mesures, 19 degrés. Bon, des gens qui viennent en gilet plutôt que de rester en t-shirt dans la journée. Et le deuxième pilier, c'est l'efficacité énergétique, qui est plus du ressort justement soit des prestataires, soit des gens qui gèrent l'énergie sur les sites. Et donc, on a fait cette dichotomie, en tout cas dans la communication pour l'acceptation un petit peu des mesures, entre la sobriété, on vous demande un effort, et l'efficacité énergétique, qui nécessite forcément des investissements plus longs, puisque la sobriété énergétique ne va pas durer qu'en 2022. Mais ça, vous l'avez tous compris. In fine, quand on a fait ce travail-là, c'était avoir l'aval de la direction, puisque derrière cette liste, des mesures seront prises. Et après, voilà. Donc ça, je ne vais pas non plus anticiper comme tout à l'heure sur d'autres questions, mais c'est avoir l'aval de la direction un petit peu sur ce qu'on va faire, mobiliser les salariés par de la communication
Et après, ça, c'est ce qu'on est en train de faire en cours. C'est sur les démarches assez vertueuses, c'est les faire certifier pour pouvoir les dupliquer, nous, sur des sites qui ont les mêmes typologies. On a 2 sites industriels. Bon, c'est intéressant. S'il y a une mesure qui est très bénéfique pour l'une, on suppose qu'elle le sera aussi pour l'autre. Et cette communauté énergie permet aussi ces échanges et cette communication. Et tout bêtement, vous le faites au niveau de l'ARCEG et de Belfort, je suppose, du partage de bonnes pratiques. Exactement, merci Frédéric. Maintenant, je suis curieux parce que j'aimerais bien entendre de Patrick. J'ai déjà été plusieurs fois opéré, il fait toujours froid dans cette salle d'opération. Est-ce que maintenant on va avoir chaud parce qu'on va moins les refroidir? Oui, alors c'est très difficile, d'avoir des actions à court terme, en tout cas chez nous. Donc on a divisé l'hôpital en 2 zones, les zones patients et les zones, je dirais, plus administratives. Et donc on a appliqué dans les zones administratives les mêmes consignes du 19 degrés, resensibiliser le personnel à l'utilisation rationnelle de l'énergie, on coupe la pièce, on ferme son éclairage, etc., parce qu'on n'a pas encore des détecteurs de mouvement partout. Donc voilà, donc sur la partie administrative, mais c'est encore une fois anecdotique. Donc sur la partie patient, la direction médicale nous dit vous ne touchez pas au patient, le confort du patient est essentiel puisque quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est qu'il ne va pas forcément bien et donc il doit encore avoir tout le confort nécessaire. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas sur diminuer les températures ou augmenter les températures dans des salles d'opération, en effet. J'ai fait aussi le même constat, mais c'est les chirurgiens qui imposent les conditions thermiques des salles d'opération, des quartiers opératoires. Donc aujourd'hui, on n'y a pas touché. On travaille sur les consommations de nuit plutôt et de week-end, puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de machines qui restent branchées la nuit. Alors qu'on a nettement moins de patients au niveau de la nuit et des week-ends. Et donc voilà, donc on a toute une politique maintenant de rationalisation de l'énergie en dehors de l'occupation patient, je dirais. Et le reste, c'est des investissements qu'on avait déjà entamés, comme la cogénération, par exemple. On est en train d'installer 3 cogénérations de 3 mégawatts là, qui sont en production depuis cette semaine-ci, mais c'est des projets qu'on avait anticipés, rien à voir avec la crise qu'on connaît aujourd'hui. Le remplacement des éclairages par du LED, etc., c'est des projets qu'on avait déjà entamés aussi et qu'on nous demande d'accélérer parce que aussi la sensibilisation du personnel, elle se fait automatiquement. Comme tout le monde rationalise chez soi, je suis le premier à faire, à retarder le branchement de ma chaudière, etc. Le personnel le fait aussi. Et donc c'est eux qui nous sollicitent pour justement, comment est-ce qu'on fait à l'hôpital, et on voudrait faire aussi pour notre employeur des efforts. Et donc ça se fait vraiment de manière très naturelle et voire proactive. Et ça, c'est très chouette de voir. Mais encore une fois, pour l'hôpital, ça reste anecdotique puisque c'est les machines, c'est le froid qui nous coûte vraiment cher en consommation électrique. Merci Patrick, mais je crois que tu es déjà en train de répondre à ma 3e question parce que voilà, j'entends d'un côté donc pas mal d'actions mises en place, mais comment est-ce qu'elles sont perçues par les collaborateurs? Et je suis vraiment intéressé de savoir nos geeks qui généralement à 24 degrés dans leur t-shirt et leur short étaient occupés à faire du développement. Comment est-ce qu'aujourd'hui à 19 degrés, ils le prennent? Et peut-être si Julien, tu pouvais commencer. Oui, alors au début, on a eu un petit peu peur. On s'est dit que forcément, ça allait bousculer beaucoup d'habitudes. Et finalement, je pense qu'il y a une prise de conscience vraiment globale. Il y a, je pense, 95% des collaborateurs qui ont accepté sans même bouger et se sont dit oui, c'est logique en fait. Après, il y a eu un petit peu de pédagogie de créer quelques meetings et d'expliquer que chez soi, déjà, on ne met pas 24 degrés et que chez soi, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de climatisation. Donc en fait, on subit aussi ces températures chez nous et on ne s'en plaint pas. Donc il n'y a pas de raison d'arriver au bureau et d'exiger des températures de confort extrêmes. Donc finalement, ça a été globalement très bien accepté par les collaborateurs et ça s'est mis en place assez naturellement. Je dirais que le plus gros du boulot a été quand même de reparamétrer toutes les GTB et toutes les modes de fonctionnement pour modifier le bâtiment lui-même. Mais sinon, le collaborateur l'a bien intégré. Et je vais peut-être demander aussi à Frédéric ton avis par rapport à tes collaborateurs et des mesures prises en place. On s'est inscrit dans une trajectoire carbone imposée par le groupe, annoncée par le groupe Bayer en Allemagne pour être neutre en carbone en 2030. Ce qui fait qu'on a construit notre feuille de route
d'efficacité énergétique il y a déjà 2 ans pour arriver à cet objectif, donc un objectif intermédiaire en 2025 et un objectif alors au périmètre des scopes 1 et 2, mais d'être neutre en carbone au périmètre Donc des efforts étaient déjà demandés aux salariés, ils étaient déjà largement impliqués dans des groupes de travail. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, bon, je rejoins un peu ce que disait Julien. De toute façon, moi le premier, on constate que 19 degrés, quand on a un travail sédentaire derrière un clavier, 19 degrés, c'est froid. Le réflexe avant, c'était de demander aux services généraux d'augmenter le chauffage. Le nouveau réflexe, c'est d'amener sa doudoune ou son gilet. Donc voilà un petit peu. Donc globalement, ça se passe bien et je pense que ça se passe toujours bien quand les salariés sont impliqués dans les décisions et qui n'apprennent pas les décisions par le biais d'une newsletter ou des choses comme ça. Donc le travail, il a déjà été largement fait en impliquant par le biais de groupes de travail tous les salariés de Bayer France. Donc vous dire que 100% des gens sont satisfaits, non. Mais globalement, ça se passe plutôt très bien. Mais voilà, il faut aussi reconnaître et être objectif dans nos communications que 19 degrés, c'est froid quand on est assis derrière un bureau. Merci Frédéric. Ma quatrième question, et j'en suis moi-même de plus en plus confronté, c'est que ceci est un élément qui est devenu sociétal. Et de plus en plus, en fait, on est interlocuté par nos collaborateurs afin de prendre des actions sur cette sobriété énergétique. Est-ce que c'est la même philosophie chez vous? Est-ce que de plus en plus, au lieu que ce soit la direction qui essaie d'anticiper le problème financier, donc c'est-à-dire l'accroissement des coûts, est-ce que c'est plutôt l'élément sociétal de vos collaborateurs qui mettent en avant de dire, ben voilà, les lumières sont beaucoup trop allumées, il y a des zones isolées qui ne sont inutilisées, qui ne devraient peut-être pas être chauffées. Comment ça se passe chez vous? C'était exactement l'objectif de ces groupes de travail dont je vous ai parlé, c'était de faire parler les salariés pour émettre des idées qui ont été soumises après de toute façon, et la décision finale revenait au comité de direction. Et je vous prends l'exemple, dans deux groupes de travail, certains ont émis l'idée de fermer certains sites, par exemple 1 jour par semaine. Donc l'idée, elle est venue des collaborateurs, qui n'a pas forcément été validée par le comité de direction. Donc c'est un exemple avec voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec du rationnel derrière pour ne pas appliquer ça. L'accentuation du télétravail vient des groupes de travail des collaborateurs. On est arrivé donc avec la RH à signer un accord de 100 jours de télétravail par an que les collaborateurs peuvent répartir comme ils veulent dans l'année. Donc la décision, elle vient pas de la direction, elle vient pas des salariés, mais on fait participer tout le monde. Mais de toute façon, in fine, et ça dans toutes les entreprises, ça se passe comme ça, je suppose, la décision finale, c'est le comité de direction. Donc pas forcément le président, mais le comité de direction qui valide les décisions qui sont proposées par les salariés. Donc on a l'impression, quand on a lancé les groupes de travail, de perdre du temps, c'est-à-dire de faire participer, en tout cas de faire perdre du temps à des collaborateurs dont le métier n'est pas forcément de participer à des groupes de travail, mais néanmoins on s'aperçoit qu'en termes d'acceptation, après on gagne beaucoup de temps. Parce que les salariés n'apprennent pas par le biais d'une newsletter ce qui va se passer. Ils ont participé aux décisions. Donc voilà, après, forcément, la direction donne des orientations et les équipes terrain sont plus dans l'opérationnel et la technique en ce qui concerne ces représentants des facility managers sur nos sites. C'est bien pour ça qu'on nous appelle un facilitateur. Voilà, c'est un peu pour ça de terminer par ça. Voilà. Loïc, peut-être est-ce que tu peux encore de ton côté nous donner ton point de vue, comment tes collaborateurs ou les collaborateurs de l'entreprise prennent ce point, est-ce qu'ils émettent leurs propres desiderata, souhaits ou initiatives? Oui, je pense aussi que en fait, je pense en fait que les initiatives doivent venir du top et du bottom en fait. Donc c'est clair que je pense qu'on doit avoir des initiatives qui remontent directement des employés. Et dans le cas de VS par exemple, nous ça venait même pas du comité de direction mais du conseil d'administration qui dit ce n'est même plus une discussion en fait. La responsabilité énergétique et environnementale, c'est quelque chose dans lequel on doit, donc il n'y avait même pas de choix, on doit aller. Et donc on a eu une grande ouverture là-bas. Maintenant, le groupe RSE au sein de VS est réellement composé de personnes de tous les départements, aussi bien la R&D que finalement des personnes du marketing, que des personnes corporate. Et donc ça permet vraiment d'avoir une
une panoplie d'actions et d'idées qui sont prioritisées évidemment, qui remontent. Et pour moi, la magie, elle intervient là-bas. Elle intervient quand la direction et le conseil d'administration rencontrent en fait les initiatives proposées par les employés. Et je vais juste aller un petit peu plus loin. Pour moi, il y a une autre dimension aussi. On est poussé par les employés, on est poussé par le conseil d'administration, mais on est aussi poussé par nos clients et par nos investisseurs. On est coté en bourse, il y a des questions des investisseurs qui rentrent par nos clients. Je parlais tout à l'heure de les demandes de prix. Et donc, j'ai l'impression que tous les magnétes sont un peu alignés dans la même direction en disant, bah, tiens, on est tous alignés sur le fait qu'on doit faire quelque chose. Et je pense que c'est la seule façon pour que la magie se passe dans ce genre de dossier. Merci Loïc. J'ai un petit peu vérifié aussi le chat. Par rapport à Patrick, j'espère que je ne me trompe pas en disant son prénom ou son nom, puisque les deux peuvent être confondus. Mais Roy me pose une question sur le plan plage. Est-ce que ça te dit quelque chose, Patrick? Oui, tout à fait. Donc c'est une réglementation au niveau de la région bruxelloise qui impose aux gros consommateurs, je dirais, toute une analyse. Donc il faut encoder nos consommations dans un modèle créé par Bruxelles Environnement et dans lequel on doit s'inscrire et on doit mettre un plan d'action à réaliser dans les 3 ans, donc d'ici 2025. Et donc voilà, on est en cours d'élaboration de notre plan d'action. Là, on codé la semaine passée, mais c'est des réductions de kilowattheures en énergie primaire. Et donc notre effort à faire suivant le bilan qu'on a établi, le système calcule un objectif. Et notre objectif est de réduire nos kilowattheures en énergie primaire de 14% d'ici 2025. Et donc, ça paraît au tout début, on avait dit, avant la crise énergétique, on avait dit oui, mais ça va être difficile d'atteindre. Hein, on est un hôpital, l'activité, on veut la faire augmenter, donc plus de machines, plus de patients, etc. Donc, il faut rationaliser d'un côté, mais il faut aussi pouvoir servir le patient d'un autre côté et le soigner. Et donc, maintenant, avec la crise, et c'est pour rejoindre un peu les explications de tout à l'heure, ça devient convergent. Donc, le comité de direction nous dit, mais les 14%, alors qu'il y a un an, on disait comment est-ce qu'on va arriver? Il faut aller plus loin que 14%. Et ça converge, que ce soit les employés, que ce soit les employés même au niveau médical, qui étaient plus réticents, je dirais, à venir, parce que l'intérêt, c'est d'abord le patient, l'énergie, ça passe en second plan. Maintenant, on a vraiment des demandes du côté médical qui nous demandent de rationaliser les déchets, l'énergie. On a notre direction aussi qui veut aller plus loin, et on a nos patients. Donc, je rejoins Loïc, je dirais, ça vient de tous les côtés, où on a des mails de nos patients qui nous disent, oui, mais est-ce que vous êtes vraiment obligé d'éclairer le desk d'accueil en consultation pédiatrique de cette façon-là? Alors nous, on a fait des beaux accueils très lumineux, etc. Et puis maintenant, on nous dit, oui, mais pourquoi est-ce que vous éclairez comme ça? C'est peut-être pas la peine. Pensez à votre consommation énergétique. Donc voilà, et donc c'est là maintenant qu'on est prêt évidemment à faire des grandes choses, c'est quand tout le monde converge au niveau, et on va même au-delà des réglementations. Donc pour revenir à plage, les ambitions maintenant sont de dire, et on doit sortir un plan pour aller au-delà de plage, et même au niveau des PEB. Donc, pour revenir à une législation belge, donc tous les nouveaux bâtiments nous imposent des performances énergétiques PEB. Et donc, nous, nos nouveaux projets, on les met maintenant PEB moins 15%. Donc, on va au-delà de la réglementation parce que tout le monde est d'accord, même si ça coûte plus cher, même si le financement va être plus difficile, on va faire des économies ailleurs pour pouvoir se payer ça. Merci, Voilà. Patrick. Mais je vais devoir, parce que je suis timekeeper en même temps, hein, donc et je vois le temps déjà avancer avec vos réponses que j'apprécie énormément. Mais donc, je vais donner toujours à Tania un petit peu maintenant de stress parce que j'aime toujours avoir aussi une petite question qu'on envoie vers le public. Donc, une question où voilà, on a une réaction. Et ma question serait, donc, quelles seraient les mesures à prendre afin de réduire l'énergie dans vos entreprises? C'est-à-dire soit de diminuer la température jusqu'à 19 degrés, mais je pense que là, on a déjà pas mal eu de réponses. Fermer un jour de la semaine votre entreprise. Installer sa propre production d'énergie, mais on a déjà entendu du côté de Loïc que ce n'est pas forcément toujours la première chose à faire, mais plutôt penser à une autre manière. Réduire l'intensité lumineuse, peut-être avons déjà nous fait ça, ou isoler les parties non occupées et les condamner de manière temporaire. Voilà,
J'espère, Vous voyez Tania, bien que tu le peux pôle? lancer. Vous ne voyez pas le pôle? Si. Non? Alors, il faut aller dans le chat et vous ouvrez le poll normalement. Parce que moi, je l'ai envoyé. Loïc, toi, tu le vois? Oui. Ah oui, ça y est. Je pense que tout le monde l'a mis. Je vais mettre maintenant les résultats. Là, on en a encore qui arrivent. Vous voyez les résultats? Oui. Pas encore, Tania. Ah, parce que j'ai partagé les résultats. On a en 1, diminuer la température jusqu'à 19 degrés. En 2, fermer un jour de la semaine. En 3, installer sa propre production d'énergie. En 4, réduire l'intensité lumineuse. Et en 5, isoler des parties non occupées. Intéressant. Merci, Loïc. Continuons, merci Loïc, exactement. Parce que donc le temps avance. Il est déjà midi 11. J'ai déjà entendu plusieurs éléments, mais je pense que le bilan carbone de chacune de nos entreprises, afin d'émettre la cartographie des émissions de CO2, est un élément pour moi incontournable. Frédéric, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ton avis là-dessus? Oui, pour moi, effectivement, le bilan carbone est un incontournable pour maîtriser et cartographier ces émissions de CO2. Et je pense même que c'est un prérequis pour pouvoir s'intéresser à ce sujet et avoir des actions qui sont analysées et efficaces derrière. Donc voilà, après, on parle aujourd'hui énergie, donc là, on est au périmètre des scopes 1 et 2, mais je pense qu'il est aussi important que les entreprises s'intéressent à aller beaucoup plus loin dans le scope 3. Le scope 3 qui généralement représente 80% des émissions d'une entreprise. Or, c'est dans le scope 3 où il y a le plus de travail parce qu'il faut aller collecter des données. Et je ne vous dis pas, quand on est une filiale modeste d'un énorme groupe allemand, pour aller collecter les données, ça devient un sport très, très, très compliqué. Mais à minima, je trouve c'est indispensable au périmètre des scopes 1 et 2 pour cartographier ces émissions et encourager le maximum à aller sur le scope 3. Alors nous-mêmes, nous n'y sommes pas encore dans le scope 3 puisque moi j'ai une personne qui s'occupe de comptabiliser le carbone chez Bayer et c'est très compliqué d'aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la volonté, c'est d'aller le plus loin possible dans nos bilans carbone pour avoir une cartographie la plus fine possible et avoir des actions qui sont forcément en cohérence avec ça. Merci Frédéric. Laurie, de ton côté, je pense que c'est exactement la même chose, mais est-ce que vous avez déjà avancé? Oui, donc entièrement en ligne avec Frédéric, c'est un must. Hein. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est quelque chose qu'on doit absolument faire. On est en plein bilan carbone. Donc on est dans les conclusions de notre premier bilan carbone. On a décidé par contre de faire les 3 scopes. Pourquoi? Parce que on aime bien le challenge. Et donc, scope 1 et scope 2, en fait, étaient assez bien sous contrôle chez nous, hein, dans tout ce qui est plutôt corporate. Scope 3, c'est finalement, une fois que nos machines sont shippées, sont transportées aux 4 coins du monde, comment est-ce qu'elles vont vivre? Et on sait que nos machines, finalement, sont utilisées pour produire du contenu vidéo, pour diffuser du contenu vidéo. Et nous, on estime, en fait, que c'est notre responsabilité aussi d'agir sur ce scope 3. Et d'ailleurs, les premiers points d'action qu'on voit maintenant
après le bilan carbone, donc on va entamer en janvier 2023 jusqu'en 2030 en fait, la majorité des actions énergétiques vont se situer justement sur le scope 3 parce qu'on a cette logique de, bien sûr, on consomme de l'électricité, mais la machine qu'on va produire chez nous va en consommer pendant un temps assez limité et puis pendant des années va en consommer chez le client. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment ultra important. Et pour moi, un bilan carbone, c'est la photo. Une photo, c'est bien, on peut la mettre dans un cadre, un plan d'action derrière avec une ambition ou un rêve qu'on va traduire en plan est encore mieux. Et donc, j'invite réellement à faire évidemment ce bilan carbone quand on a la possibilité de faire les 3 scopes. Et j'avoue, je rejoins tout à fait Frédéric, le troisième est assez challengeant. Mais par contre, c'est surtout d'avoir un plan d'action derrière avec quelques actions qu'on va réévaluer d'ici 2-3 ans pour voir, tiens, est-ce qu'on est toujours bien sur la bonne piste. Merci Loïc. Et si on passe vers un secteur public, Patrick, comment ça se passe? Alors, nous, on a fait aussi un bilan carbone de Saint-Luc il y a 2 ans maintenant, pratiquement 3 ans. Alors, c'est bien parce que ça nous montre vraiment la cartographie, je dirais, de là où il faut agir. Le problème qu'on a, c'est la mise à jour. Donc, c'est le fait de le faire régulier, puisque c'est des coûts quand même assez importants pour pouvoir faire ce bilan carbone. Et donc, on a décidé, nous, de ne plus le remettre à jour parce que les coûts sont trop importants et de travailler d'abord sur nos consommations d'énergie primaire avec des reportings qui sont plus facilement atteignables avec des GTC. Donc, on a mis toute une série de compteurs en place. Et donc là, on peut avoir un monitoring, je dirais, quasi journalier, tandis que le bilan carbone, ça se recalcule à chaque fois. Et donc, c'est très lourd à mettre en place quand même. Donc, c'est important de le faire. Comme Loïc dit, c'est une photo, mais cette photo, elle est pas continue. La définition d'une photo. Donc voilà. Donc, on est un peu limité dans l'action. Et je suis bien tout d'accord avec vous que le scope 3 est le plus challenging. C'est l'élément qui va être révélateur entre ce que l'on a déjà travaillé énormément cette année sur la sustainability, donc la durabilité, mais maintenant l'élément sociétal, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement mon entreprise que je dois regarder, mais tous mes sous-traitants et mes partenaires. Je crois que ça c'est enfin l'élément maintenant qui va montrer avec quel type de clients on va vouloir travailler dans le futur, mais quel type de partenaires aussi. Ça, c'est un élément révélateur pour 2023 et les années. Magnifique, magnifique. Donc, continuons. Il nous reste à peu près encore 13 minutes. Mais et je vais peut-être limiter ces réponses parce que je ne sais pas qui est propriétaire ou locataire. Mais je m'adresse certainement à Frédéric parce que je pense que Bayer, en grosse partie, est locataire. C'est une stratégie corporate, certainement pour les parties bureaux. Mais les bailleurs, donc les propriétaires, comment réagissent-ils maintenant dans cette situation de sobriété énergétique? Les bailleurs, les bailleurs sont. Nous, on les a embarqués dans le cadre des certifications. Donc, nos sites tertiaires sont tous certifiés BREEAM News, que vous devez tous connaître. C'est une certification internationale avec plusieurs parties. Donc, une partie qui est propre aux propriétaires et une partie qui est propre aux locataires, en tout cas l'usage qu'on en fait. Donc, on n'a jamais eu trop de soucis pour embarquer les propriétaires des bâtiments dans les actions qu'on a voulu mener ou dans les projets qu'on a voulu mener. Voilà. Alors maintenant, pour être très humble, c'est pas moi qui suis dans les négociations avec les propriétaires, mais ce sont directement les facility managers, justement. Voilà, moi je récolte le fruit un petit peu du travail qu'ils font, mais le travail en amont, il est fait grâce aux certifications où on embarque aussi les propriétaires. C'est leur intérêt aussi de répondre à la partie 1. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez BREEAM News, mais c'est une certification qui scope assez large en termes d'environnement de travail, mais d'environnement tout court. Merci beaucoup, Frédéric. Julien, de ton côté, est-ce que vous êtes aussi locataire et est-ce que votre propriétaire vous challenge afin de... Parce que aussi en France, le gouvernement essaye de donner quelques recommandations. Comment cela se passe? Alors, nous, on a la double casquette. On est propriétaire de notre siège à Roubaix et on est locataire sur tous les autres sites tertiaires. Je pense que OVH a grossi très vite et très fort.
Du coup, on n'était pas forcément très regardant à l'époque sur les bâtiments sur lesquels on a pu prendre et nos localisations. Donc, contrairement à Bayer, je pense qu'on a des localisations aujourd'hui qui sont sur des anciens bâtiments et on a eu des refus de Bayer qui n'ont pas voulu modifier les consignes de chauffe de leur bâtiment pour X raisons qui ne se justifient pas. En plus, techniquement, parler d'inertie sur un bâtiment qui est une passoire énergétique, c'est pas pertinent. Et de toute façon, nous, on va engager d'autres actions derrière pour déménager et quitter ces sites, effectivement. Mais je dirais que globalement, sur les 8 sites qu'on a en France, il y en a 6,5 qui ont été proactifs et qui nous ont vraiment accompagnés tout de suite. Et un qui a été vraiment réticent, l'autre n'a pas été très moteur non plus. On a dû pousser un petit peu plus. Donc je dirais que c'est un peu mitigé. Ils sont quand même favorables, mais je pense que certains ne se sentent pas vraiment concernés, ou en tout cas, vu que ce n'est pas eux qui payent, la finalité sur eux-mêmes. Non, Patrick, la question chez toi est toujours un petit peu plus, on ne va pas dire compliquée, mais ça voit d'un angle différent. Hein. Donc, est-ce que je me trompe en disant que certainement le propriétaire est l'État? Non. Ou c'est un privé? Non, on est propriétaire de nos bâtiments. On travaille avec l'UCL, qui est l'université mère, je dirais, de notre hôpital. Et donc, non, on est propriétaire. On a quelques locations et les propriétaires réagissent positivement quand on les sollicite pour savoir quelles sont leurs mesures. Est-ce qu'ils vont rationaliser les moyens de production? Est-ce qu'ils ont des plans d'isolation du bâtiment? Parce que des fois, on achète l'énergie via le propriétaire ou via le gestionnaire de l'immeuble. Et donc voilà, ils répondent positivement, mais c'est anecdotique par rapport à notre surface. Merci, Patrick. Mon avant-dernière question, et elle devient un peu plus philosophique, et généralement on est très pied à terre en tant que facility manager, mais donc les efforts des uns compensent-ils l'indifférence, voire l'opposition de certains autres? Et je vais même y aller beaucoup plus loin. Donc, l'Europe travaille énormément sur cette sobriété énergétique. Est-ce que la Chine en fait de même? Est-ce que les États-Unis? Est-ce que vous avez une expérience internationale qui puisse nous aider à mieux comprendre ce problème ou cette situation un petit peu ambiguë? Je vais me permettre de commencer. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que cette question, elle pourrait faire l'objet d'un webinaire d'1 heure. Comme vous l'avez dit, c'est une question un peu philosophique. Moi, j'ai juste des éléments à apporter, que vous avez tous constaté, c'est les conclusions de la COP27 qui vient de se terminer. Vous m'auriez posé cette question il y a 2 semaines, j'aurais peut-être eu une réaction différente. Les conclusions de la COP27 me rendent un peu pessimiste par rapport à ça. En tout cas, ça contredit cette théorie. Aujourd'hui, je suis convaincu que la théorie du colibri, elle a ses limites. Et que, voilà, dans votre question, Frédéric, en fait, il y a quelque part la réponse, c'est quand vous dites oui, l'Europe travaille beaucoup, est-ce que la Chine fait pareil? Je suis persuadé que quand vous posez la question, vous avez la réponse. Et c'est malheureusement un constat. Donc voilà, je voulais juste apporter ça. C'est plus un commentaire qu'une réponse, parce que évidemment, je n'ai pas de réponse. Mais évidemment que les efforts des uns ne compensent pas la non-action des autres. Je suis d'accord. La question a été mise avec certainement, est-ce qu'elle est rhétorique, mais quand même, lorsque l'on parle de plus en plus du scope 3, c'est là où le changement va tout doucement arriver, parce que ce scope 3, pour des sociétés avec des liens internationaux, voilà, cette problématique de se dire être indifférent de ce que fait l'Europe ne va plus pouvoir continuer longtemps pour moi. Laurie, est-ce que toi, tu as aussi un point de vue là-dessus? Ouais, alors c'est pas non plus une réponse, hein, c'est plutôt ce que je vis. Donc évidemment, on fabrique des serveurs, hein, donc ce serait utopique de dire que toutes les matières premières que nous achetons, on les achète en Europe, hein, c'est faux. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts avec l'Asie et avec les États-Unis, moins avec l'Afrique. Mais c'est clair que à un moment donné, on doit commencer par quelque part, hein. Et c'est vrai que si on attend une COP en fait pour agir sur nous ou sur toute la chaîne de valeur, en fait, on n'avancera pas.
Ici, ce qu'on veut, on veut faire, en fait, c'est finalement à notre petite échelle, on reste un acteur mineur, hein, mais on se dit, mais tiens, on veut, nous, dans notre chaîne, s'assurer qu'en fait, des actions puissent être prises. Alors, il est évident pour moi que l'importance des actions qu'on prend en Europe ne sera peut-être pas la même sur d'autres continents, mais par exemple, si je me réfère à l'Asie, avec qui on traite quand même pas mal, en fait, on aborde quand même des sujets, par exemple le transport, on aborde des sujets de réflexion sur des plus grands forecasts, hein, où on va planifier vraiment plus à l'avance en fait des achats pour, peut-être pas sur la fabrication, hein, le matériau doit quand même toujours être extrait à un moment donné quelque part, mais plutôt sur son acheminement. Et tiens, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va renvoyer, est-ce que ce sera d'un site à un autre? Est-ce qu'il va y avoir des cycles de dépôt? Et donc on agit beaucoup, en tout cas principalement avec l'Asie, sur toute cette notion d'anticipation et de transport. Il est clair que on ne va pas pouvoir aller, nous, en tant qu'acteurs, directement influencer l'extraction de matériaux rares, par exemple. Ça, c'est un fait. Mais je pense aussi qu'en écrivant, et là, c'est plus une casquette d'acheteur qu'une casquette facility, quoique, mais en intégrant aussi dans nos policies, dans nos règles internes, toutes sortes d'exigences en matière d'environnement sur la totalité de notre chaîne, petit à petit, on va commencer à avoir un levier. Et là, je trouve que c'est une force de l'Europe, en fait, d'avoir ouvert cette porte aux entreprises et de dire aux entreprises, en fait, c'est votre responsabilité. Hein. C'est votre responsabilité d'assurer dans la totalité de la chaîne que allez, globalement, en fait, l'économie enfin, l'environnement va être un peu plus préservé. On a par contre des activités aux États-Unis, donc dans le New Jersey et Los Angeles, où là, on sent que tout doucement, en fait, il commence à y avoir des émergences de, en fait, on n'est pas toujours bien occupé à ce niveau-là, et on sent que petit à petit, aussi bien enfin, principalement les entreprises sont aussi en train d'essayer de trouver des solutions. Donc, je ne sais pas s'ils sont en opposition, mais je pense qu'il y a aussi à un moment donné un constat planétaire qui est de dire, ok, oui, on veut tous faire finalement des économies au niveau environnemental, mais on veut quand même tous avoir le dernier iPhone et la dernière tablette à jour. Donc voilà, on a quelque chose de plus grand que nous finalement à aller gérer. Je pense que c'est justement en travaillant sur la totalité de la chaîne de l'approvisionnement qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose de cohérent pour l'ensemble de la planète. Mais si on doit attendre les politiques, pardon, et ça c'est totalement privé, je pense qu'on va quand même encore attendre un petit peu. Vous êtes en mute, Frédéric. Mute. Il y avait un moment où ça devait arriver. Hein, donc, je croyais que j'allais l'éviter. Mais donc, merci Loïc pour ta réponse. En continuant à visualiser le chat, Marc a quand même aussi la question, mais cet antagonisme, merci, ou cette opposition, est-ce qu'elle peut aussi se retrouver au sein de votre propre entreprise? Et Julien, est-ce que donc d'un côté, on pourrait avoir une ambition et par exemple, d'un bottom-up des employés, comme a expliqué Frédéric, de vouloir faire toute une série d'initiatives et d'avoir en top une décision managériale ou de la direction qui va complètement à l'opposé. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou de ton côté et le bottom-up comme le top est aligné? Non, pour nous aussi, les deux sont alignés en tout cas. C'est très important, un peu comme le disait Loïc. Nous aussi, on est un des grands acteurs du cloud, on crée beaucoup de serveurs. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir ce calcul d'impact carbone pour nos clients, pour pouvoir leur dire, vos serveurs, aujourd'hui, vous créez telle empreinte carbone. Et donc, on a pris le pas aussi, je pense qu'il y a à peu près 4 ans qu'on a commencé à vraiment se mettre dedans, à s'organiser pour commencer à avoir des chiffres. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus concret. Et donc, tout ça est devenu très important pour nous. Donc ça, c'était la direction qui forcément a pris cette direction plus rapidement que nous, ce qui est une très bonne chose. Mais effectivement, aujourd'hui, on est poussé aussi par le bas et on a de plus en plus de remarques et de réflexions sur dans mon open space, il fait trop chaud, c'est pas normal. Ou j'ai même, parce qu'on est en train de déménager notre site parisien, est-ce normal que le 5e étage est resté allumé cette nuit à Paris? Donc c'est la question un peu piège. Et du coup, effectivement, pourquoi c'est resté allumé alors que normalement on est sur un bâtiment BRAM où tout s'éteint, où tout s'allume juste par détection de présence. Du coup, on sent vraiment que les collaborateurs sont engagés aussi pour l'entreprise et qui sont vigilants à tout ça. C'est ce qui est hyper important quand même, c'est l'engagement
Et du coup, ça se retrouve dans l'entreprise. C'est plus que chez soi où on coupe son radiateur, on éteint sa lumière. C'est vraiment aussi dans l'entreprise, on fait attention. Merci Julien. Mais, malheureusement, comme tout webinaire qui est un sujet intéressant, on arrive déjà à avoir une heure qui s'est passée. Je vais remettre la parole à Tania et à Béatrice afin de clôturer ce webinaire, mais je voulais remercier les 4 participants. Je pense que c'est ça l'enrichissement du Facility Management de notre communauté, de pouvoir partager ses idées et les entendre de confrères qui, comme Patrick, ne sont pas forcément dans le même domaine, mais qui quand même nous rejoignent et dont à la fin, on voit quand même que les ambitions sont les mêmes. Merci à tous. Merci à tous les 5 d'avoir pris le temps de nous expliquer vos points de vue. Frédéric, à toi pour avoir modéré le webinaire. En arrivant à Londres avec le train, c'est très bien, pas avec la voiture, mais bon, c'est un peu difficile pour aller à Londres. J'ai entendu pas mal de choses que des 2 pays, la même réaction dans certains domaines, beaucoup de challenges pour tout le monde. Je trouvais c'est très intéressant et c'était un 2e webinaire organisé par l'ARSEC et Belfa. Nous voudrions continuer à avoir 2-3 fois par an un webinaire pareil. Et on aimerait savoir aussi de vous et vos collègues des topics qui pourraient être intéressants pour ce regard croisé franco-belge. Je pense que la biodiversité pourrait être un sujet aussi, il faudra en rediscuter. Enfin, regard croisé biodiversité France-Belgique, c'est un sujet, je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais qui pourrait être très intéressant. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait, oui. Ouais. Moi, je voulais, Tania, si je peux… Bien sûr, vas-y. Merci également aux intervenants. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton animation. On voit bien qu'on est un peu contraint par le temps. Je pense qu'on aurait aimé discuter et échanger encore un petit quart d'heure ou 20 minutes. Je pense que, Tania, un des webinaires prochains, ça pourrait être de poursuivre et pourquoi pas effectivement d'ouvrir sur la biodiversité comme le proposait Frédéric. Donc, on reviendra vers vous prochainement ensemble, mais c'est vraiment un partenariat qui nous importe et auquel on tient. Je crois que c'était une belle pépite que de se trouver il y a 1 an, Tania. Tout à fait, et merci. Et faites le mot à tout le monde, à vos collègues en France et en Belgique, que c'est quand même une chose importante qu'on puisse regarder au plus loin que notre pays. J'ai enregistré le webinaire avec l'accord de tout le monde. J'aimerais bien le partager, comme ça aussi les gens qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas pu venir, qui puissent l'avoir et qu'on puisse aussi le partager via LinkedIn, etc. etc. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup à toi, Tania, pour l'organisation. Merci. Si les orateurs, Frédéric et Béatrice et Marc peuvent rester. Frédéric, lequel Frédéric? Les deux. Les deux. D'accord. Et bien sûr, Patrick, Loïc, Marc et Julien et Béatrice. Pour le reste, pour tous ceux qui ont participé, merci beaucoup et j'espère de vous rencontrer un jour en live, comme Béatrice l'avait dit. Et à très bientôt pour un autre webinaire.